Eh bien bonsoir, nous sommes donc mercredi 7 juillet 2021, il est 20h15 et je vais donc vous lire la clause de non-responsabilité de la Fondation Kesh. Donc le support d'information et d'éducation présenté dans ce document est destiné à apporter une meilleure compréhension et permettre un échange autour du travail des GANs. Ces informations ne sont pas destinées à se substituer à un traitement médical, ni à l'expérience ou au jugement des professionnels de la santé. Pour les patients et les particuliers, ces informations ne doivent pas se substituer aux conseils ou recommandations des professionnels de la santé, thérapeutes ou autres praticiens. Pour les soins médicaux ou les préoccupations, y compris les décisions relatives aux médicaments et autres traitements, les lecteurs, spectateurs, auditeurs doivent toujours consulter leur médecin ou, dans les cas graves, demander l'aide immédiate des services d'urgence. Les informations portant sur les prescriptions, les procédures et l'utilisation des dispositifs médicaux doivent être fournies uniquement par du personnel médical qualifié et agréé. Nous déclinons formellement toute responsabilité directe ou indirecte, y compris les responsabilités liées à la commercialisation ou à une utilisation spécifique. Cette information est fournie telle qu'elle et est considérée comme correcte au moment de sa publication. Mais il appartient au visiteur d'évaluer l'exactitude de toute information trouvée dans cette présentation. Chaque cas traité est le résultat de sa propre expérience appliquée par lui-même pour lui-même et s'applique à son propre cas seulement. Toute personne connaissant des problèmes de santé doit consulter un médecin et suivre le traitement prescrit par le médecin. Les processus d'équilibrage du plasma décrits ici sont un processus naturel qui soutient le corps, mais ils ne se substituent pas aux conseils médicaux ou aux thérapies auxquelles on est déjà soumis. Voilà. Et bien écoutez, maintenant, je laisse la parole à Aviram. Aviram, à toi de jouer. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Hmm. OK, vous m'entendez et voyez la présentation? Super. Donc, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va multiplier le Knowledge Seeker Workshop de jeudi passé. C'était le numéro 387 du 1er juillet. Le thème que j'ai choisi ou qui s'est choisi lui-même pour cette multiplication, c'est nous pouvons contrôler notre ADN. Normalement, l'ADN a une fonction de contrôle un peu comme les hormones. Alors, elle est située sur le même niveau de contrôle supérieur, c'est-à-dire très proche à l'âme. Et comme avec les hormones, notre conscience collective nous dit que nous sommes assujettis, il y a un microphone ouvert, nous sommes assujettis à l'ADN et c'est difficile pour nous de croire qu'on peut influencer notre ADN directement par notre mental et notre âme. Donc, c'est ça le thème de cette soirée qui va être présenté dans deux parties. Une s'inscrit dans comme partie 5 des enseignements sur l'émotion et les mots affectifs. Et la deuxième partie ou capsule, c'est sur la création du monde par l'amour. Pourquoi l'amour? On va voir ça tout de suite. Avant ça, les bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle, le 17 juillet cette année, c'est-à-dire dans 10 jours, à 9 heures le matin, au Radisson Blu Hotel à Bucarest, en Roumanie, s'ouvrent les portes pour une conférence de M. Kesh sur toutes les applications et la technologie du plasma développées par lui et autres dans la Fondation Kesh. Je vous ai mis dans la présentation une photo de l'hôtel. C'est un hôtel qui est tout à fait à l'auteur de M. Kesh. Et à côté gauche, l'invitation officielle du groupe romain de la Fondation Kesh. Je vous ai mis également l'adresse courriel contact
et le numéro de téléphone. Un représentant, je ne me rappelle pas son nom, un ami romain à nous, il a dit que c'est facile de voyager en Roumanie actuellement, si ça n'a pas changé depuis quelques jours. Donc, si vous voulez y aller, vous pouvez contacter. Il restait encore des places parce qu'il y a beaucoup de places déjà prises par des scientifiques qui sont invités par la Fondation. Mais néanmoins, vous pouvez essayer. Les prix sont très, très super abordables. Vous pouvez avoir des contacts soit par courriel ou par téléphone. Le numéro est noté en dessous. Ensuite, il y avait une tempête de grêle en Autriche qui a affecté les mâts de transmission du système télévision de la Fondation Keshe. Donc, pour les 2 semaines à venir, c'est-à-dire les prochaines peut-être 2 Knowledge Seeker Workshop, ils peuvent pas être diffusés sur la chaîne télévision directement parce que l'équipement a été détruit et ça prend 2 semaines pour le réparer. Néanmoins, on peut suivre les enseignements live stream YouTube, Zoom et c'est ça, les 2 canaux principaux qui restent ouverts. Ensuite, M. Keshe nous a annoncé que le déménagement de la fondation du centre de foire à Linz dans un autre endroit qui est plus proche à l'aéroport de Linz, qui va être un endroit plus permanent ou permanent pour la fondation, pour le développement, pour le marketing, c'est-à-dire la vente des produits, et aussi pour les enseignements. Le studio télévision va être là aussi. Ce nouveau centre va être ouvert pour le public en général, un estimé mi-août cette année. Avant, on peut y aller, mais il faut absolument contacter la Fondation Keshe avant parce que l'admission est strictement sur invitation. Donc, si vous contactez la Fondation et la Fondation a un temps libre, ils vont vous envoyer une invitation. Avec cette invitation, vous pouvez y aller. L'emplacement exact va être communiqué le moment où M. Keshe va le divulguer. Ensuite, M. Keshe a parlé de ce qui est devenu déjà évident, je dirais, dans les prochaines peut-être 2-3 semaines, où le temps de l'enseignement est toujours comme 1 heure. Après, il fait un break pour le marketing et ensuite, il répond à des questions des participants. Et M. Keshe a dit que probablement vous avez déjà remarqué que la façon comment il enseigne a déjà changé. Les enseignements sont plus courts en termes de temps et ce que j'ai remarqué, moi, peut-être vous pouvez me confirmer ça aussi, que la façon qu'il parle a changé aussi par rapport comme avant août 2017, l'enseignement était beaucoup avec sur le GAN, sur les procédés, sur le plan matériel pour transformer la matière en énergie, c'est-à-dire GANS. Et c'était très cartésien, c'était très rationnel et tout ça. Et maintenant, c'est beaucoup plus, je dirais, émotionnel, beaucoup plus poétique et beaucoup plus d'une façon condensée. Pourquoi j'utilise le mot condensé? Parce qu'il a aussi évoqué le fait que ces enseignements vont de plus en plus aller aussi sur le niveau de l'âme, c'est-à-dire
une grande partie des enseignements, probablement la plus grande partie des enseignements d'une journée vont être transférés sur le plan de l'âme, qui est absolument non verbal, même pas d'image croquis sur le whiteboard. Et on a déjà appris à l'aide de Grigory Grabovoy que le taux de l'information traitable par nous change par rapport à quel composant de nous, quel système à l'intérieur de nous traite cette information. Donc là, on a appris que le traitement d'information sur le plan rationnel, mental rationnel, est le plus petit. Plus grand, c'est des images, par exemple, les images que M. Kesh fait des croquis, ou s'il utilise des images ou des métaphores pour mieux expliquer qu'est-ce qu'il veut dire. Ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est le niveau émotionnel qui est encore beaucoup plus dense. Et sur ce niveau émotionnel, la structure qui peut traiter le plus d'informations dans un temps donné, c'est justement l'amour. Pour cette raison, ça donne comme que nous devrions l'écouter plus sur le plan affectif, tout d'abord, et aussi le ressentir, comment il parle, ce ne peut pas être contenu dans les mots ou l'information contenue dans le langage humain. Si vous étiez là les 2 dernières fois, vous avez déjà beaucoup appris pour comprendre ça quand on a parlé des différentes façons d'apprendre, par exemple. Donc là, on va tout de suite avec 2 pieds dans le plat. Les sentiments et le plan affectif, le chapitre numéro 5. Avant, on a parlé dans les dernières émissions de la nourriture, de la respiration et de boire. Alors, comment le corps s'apprivoisonne avec de l'énergie pour grandir, pour maintenir ses fonctions vitales. Si on regarde, si on a écouté tout ça ou contemplé tout ça, on a appris que on avait comme à un moment donné, vous probablement chacun de vous avait cette impression, le corps apparaît dans notre perception sur le plan matériel. Mais comme toutes ces fonctions se passent pas sur le plan matériel au prime abord, mais sur d'autres plans, le plan énergétique, mais surtout le plan fondamental qui est le plan de l'âme. M. Kesh a parlé de ça comme avec la digestion, la respiration, et il a dit, de toute façon, tout ce qui se trouve à l'intérieur du corps, c'est-à-dire sous la peau, est dans un état de Gans, c'est-à-dire dans un état plasmique. Donc, tout le traficage, le changement de matière en énergie et la retransformation de l'énergie en matière qui constitue notre corps sur le plan matériel, tout ça se fait sur le plan du plasma. Et pour comprendre comment nous fonctionnons, comment notre corps fonctionne, même pour comprendre le fonctionnement visible sur le plan matériel de notre corps, c'est complètement indispensable maintenant de comprendre qu'est-ce qui se passe sur le plan plasmique. Parce que c'est sur ce plan-là où la réalité se passe. Ce qu'on voit sur le plan matériel, c'est juste la dernière manifestation matérielle. Comme ça, paradoxalement, on parle sur le plan matériel de cause et effet. Mais toutes les causes qui provoquent
une fonction, une action ou quoi que ce soit sur le plan matériel se trouve sur le plan fondamental et non sur le plan matériel. Si on comprend ça, on peut faire des grands pas pour comprendre comment nous fonctionnons, comment les autres autour, la nature, les animaux, les plantes, les minéraux, les galaxies, les univers fonctionnent. On comprend aussi mieux comment nous sommes créés. Et une fois on a vraiment compris ça, on peut utiliser cette connaissance pour nous nourrir des rayons cosmiques, pour voyager dans l'espace à partir de l'âme. Et vraiment comprendre, c'est pas rationnel. Vraiment comprendre, ça se passe sur le plan émotionnel. Par exemple, si vous comprenez, pour nous, c'était très nouveau de apprendre, par exemple, par la respiration, concernant la respiration, que c'est pas l'oxygène qui est diffusé par les poumons dans le flux sanguin, mais c'est des paquets d'énergie liés à l'hydrogène plasmique chargé qui font ça. Et eux, ils proviennent d'une fission sur le plan plasmique de nitrogène. Donc, ce n'est pas l'oxygène qui est absolument l'élément vital pour nous, mais le nitrogène. Et pour nous, c'est très nouveau ça. Mais là, on ne peut pas, parce qu'on a compris pas ça peut-être rationnellement, ça ne veut pas dire que je peux méditer sous l'eau 1 heure. Parce que je sais maintenant comment on respire des paquets d'énergie que je peux aussi recevoir des rayons cosmiques, parce que ça provient des rayons cosmiques de toute façon. Ça ne fonctionne seulement si j'arrive à rendre cette connaissance monnaie courante dans mon propre mental. Et ça devrait être une monnaie courante tellement établie qu'elle remplace cette autre information catégorique dans la conscience collective qui dit non, 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 ça prend l'oxygène qui est inspiré et le CO2 qui est expiré, c'est ça qui fait le cycle de respiration. Maintenant, presque inconsciemment, mi-consciemment et consciemment, on pense toujours ça. Donc, le truc est de tellement s'habituer à cette nouvelle science, de la tellement comprendre viscéralement que ça, si on pense à ça, on pense nitrogène spontanément. Et quand cet état est atteint, on peut la probabilité est beaucoup plus grande qu'on arrive à utiliser ce nouveau paradigme qui est beaucoup plus proche à la réalité dans notre vie de tous les jours. Maintenant, je vais vous redonner un petit récapitulatif comment la création de toutes choses dans l'univers se fait. Donc, la création commence toujours avec l'âme du Créateur, le Créateur, qui, dans un élan d'amour, a créé le tout. Nous sommes dès le début co-créateurs du Créateur. Donc, notre âme est aussi impliquée que l'âme du Créateur. La création se fait par quelque chose qui est décrit dans la science du plasma comme plasma et quelque chose, l'expression équivalente dans la science de Eden est lumière informationnelle. C'est la même chose. Donc, cette lumière informationnelle ou le plasma, elle contient aussi une composante ou un qualificatif
émotionnel qui peut être perçu par nous. Alors, si dans notre co-création, comment ça se fait en détail, il y a le premier modus vivendi qui est émis par le créateur, c'est le souhait du créateur pour la création de quelque chose. Ce souhait du créateur est transmis dans notre âme le reçoit, et si nous, on a une conscience complètement structurée qui ne fait pas de résistance à notre âme, nous allons ressentir le souhait du créateur comme un désir à l'intérieur de nous, un désir de notre âme et de notre âme de la forme physique, c'est-à-dire de notre mental. Et ça se passe sur le plan affectif. C'est une émotion. Non, en français, il faut dire, c'est un sentiment. Ce sentiment, quand c'est couplé avec notre attention, si nous sommes capables de maintenir notre attention sur ce désir de nous pour cette création, l'énergie ou la lumière informationnelle ou les champs maghraphes s'accumulent, deviennent de plus en plus denses. Et à un moment donné, la densité atteint un point de bascule où la loi de l'attraction manifeste le souhait ou le désir sur le plan matériel. Ça, c'est la création de la matière. Là, vous avez vu que le plan affectif est hyper important parce que c'est ça le pivot entre déjà, ce n'est pas le pivot, mais la connexion entre le créateur, notre âme et notre conscience. Et ça trouve un équivalent sur le plan affectif avec un caractéristique de toutes les choses qui existent dans l'univers. Donc, chaque chose, comme chaque élément de l'univers, chaque objet de l'univers qui est créé, contient une composante sentimentale, un sentiment. Nous pouvons percevoir donc cet objet sur le plan rationnel, sur le plan physique avec nos yeux, nos oreilles et tous les autres sens. Mais on pourrait, avant, si notre mental est assez structuré, le détecter avec notre clairvoyance plus sur le plan affectif. Parce que nous avons le même sentiment à l'intérieur de nous que chaque objet a à l'intérieur de soi. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est nous qui avons co-créé ça dans une impulsion d'amour. Donc ça nous dit déjà que cette émotion ou le sentiment qui est à l'intérieur de nous et qui est à l'intérieur de toute chose est l'amour. Maintenant, l'amour est un. Donc, il n'y a pas une voiture, un arbre, un animal, un être humain, une maison, une galaxie, et tout ça, ça n'a pas d'autres, comment dirais-je, chacun n'a pas sa version d'amour. C'est pas comme ça. C'est l'amour et la connexion que nous pouvons utiliser à chaque élément. C'est ça le médium qui nous lie. Et avec l'amour ou par l'amour, nous avons accès à toutes les autres caractéristiques magnétiques, gravitationnelles ou autres formes d'information
qui sont contenus dans chaque objet du monde et qui seront accessibles à nous si notre mental structuré peut utiliser sa clairvoyance. Dans ce contexte, Monsieur Kesh dit l'âme avec ses émotions. L'âme avec ses émotions. Les émotions, c'est le langage de l'âme. Et émotion en anglais, il faut remplacer papa sentiment. L'âme avec ses sentiments est la partie la plus importante de l'être humain dans le processus de la création. Donc, c'est absolument vraiment important pour nous de chaque semaine un peu plus nous apprivoiser à cette nouvelle façon de appréhender les choses, de comprendre les choses, parce que la compréhension se fait de la même façon. Ça se fait par l'amour, parce que chaque bit, chaque connaissance en provenance du Créateur est véhiculée par l'amour. Donc, sur le plan rationnel, non seulement c'est une méthode très pauvre pour transmettre et traiter un grand volume d'informations, mais c'est aussi, ça veut dire que en contrepartie, l'amour est la structure la plus apte à contenir un super grand volume d'informations et de traiter cette information en même temps, un système qui traite cette information. L'exemple qui m'est venu tout le temps dans ce contexte, c'est quand on se rappelle quand on était en amour. Avec notre amoureuse, cette connexion d'amour avec l'amoureuse, on la connaît. L'autre personne qu'on aime, on la connaît par l'amour. La même chose se passe avec notre maman, avec notre papa, avec toutes les personnes qui sont proches à nous. Dans l'état d'amour, c'est la façon de laquelle nous pouvons connaître l'autre personne. Très, très, très profondément, vous le savez tout. Et c'est pas nécessairement qu'on peut l'exprimer, ces connaissances, ou cet échange d'informations qui se fait par cette connexion, par le mental rationnel. Dans le temps de Descartes et avant, je ne sais pas, mais à partir de Descartes, nous avons développé une tendance à faire croire à nous-mêmes que le mental rationnel, c'est ça notre connexion avec l'univers, c'est ça le système de traitement informationnel propice pour un être humain et tout ça. Cette croyance exclusive, je dirais, nous a apporté le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, qui n'est pas le meilleur. Hein? Ça a beaucoup besoin d'être normalisé dans les termes de Grigory Grabovoy. Donc, c'est vraiment important maintenant et ça, admettons, je crois Descartes, c'était dans le 18e siècle. Alors, c'est presque 300 ans de conditionnement hyper fort et unilatéral sur le mental rationnel et maintenant de ouvrir notre être dans un sens comme notre autre ami qui s'appelle Jésus, qui a dit, si vous ne redevenez pas comme les enfants, voilà, vous ne pouvez pas entrer dans le paradis. Voilà. Et ça, c'est très clairement, un enfant, c'est pas un être qui est hypermental. Il est hypomental, c'est-à-dire les capacités rationnelles ne sont vraiment pas importantes pour un enfant. Mais la capacité émotionnelle ou sentimentale est beaucoup plus développée.
comme chez nous aussi, on se rappelle comment on a vécu dans notre petite enfance et comment on vit beaucoup aujourd'hui. Et la différence, c'est ça, ce qu'il faudrait pour nous un peu déconstruire, on pourrait dire. Et là, on a parlé des émotions et des sentiments. Il y a des émotions, on se rappelle, il y a des émotions ou des sentiments constructifs et non constructifs. Et là, il faut se rappeler que la création est seulement possible à partir des émotions ou des sentiments constructifs. Pourquoi? Parce que les émotions ou les sentiments, entre guillemets, non constructifs comme la peur, la colère, l'insécurité, le doute et tout ça, ils ne contiennent, ces sentiments-là n'ont pas de réalité parce qu'ils ne se trouvent pas sur le plan fondamental où vit l'âme. L'âme ne les reconnaît pas. L'âme peut juste voir un seul sentiment qui est l'amour. Et cet amour-là, c'est de toute évidence l'amour inconditionnel. L'amour non inconditionnel, pour le futur, j'aimerais introduire ça, qu'on parle plus d'amour parce que c'est pas vraiment, c'est trop mêlant. C'est comme ça donne une réalité à quelque chose qui n'a pas lieu d'être réel. Parce que l'amour en soi est toujours inconditionnel. Une maman peut pas donner naissance à son enfant d'une façon conditionnelle. Si c'est pas un garçon blanc avec des yeux bleus, je ne vais pas l'accoucher. Ça marche pas. Donc, on voit que ça, c'est seulement ça. Et l'amour inconditionnel, cet amour-là, elle est complètement stable. Elle ne change pas. Et tous les autres sentiments et émotions changent. Par exemple, si vous avez peur ou on se rappelle un moment où on était en colère, si on fait sur cet événement, on recherche la croyance qui nous a fait peur ou comme ça, et on la trouve, on la comprend tout à fait. Si on comprend la raison de la peur, viscéralement, il n'y a plus de peur. Ça, c'est une preuve pourquoi les émotions non constructives ou les sentiments non constructifs n'ont pas de réalité parce qu'ils peuvent changer. De cette manière, tout ce qui est matériel n'a pas de réalité objective parce que tout ça change, parce que nous vivons dans un monde perceptionnel. D'accord? Ça veut dire seulement les émotions constructives peuvent amener à la création d'une réalité. Là, on peut, de toute évidence, quelqu'un va dire, ben bon, Bill Gates, qui a fait développer le corona et les vaccins et tout ce tralala, duquel nous souffrons actuellement. C'est pas une réalité? Ce n'est pas une réalité objective, c'est une réalité perçue. Ça veut dire une fois, comme par exemple, on comprend Bill Gates, on n'a plus peur de Bill Gates. Une fois, on comprend le virus corona, on n'a pas besoin de se protéger nécessairement sur le plan matériel non plus, parce qu'on l'est compris, c'est-à-dire il est à l'intérieur de nous déjà en tant qu'information. Il n'a pas plus besoin de se déclarer matériellement parce qu'on le refuse a priori. C'est plus le cas. Donc, de cette façon, une réalité, si quelqu'un maltraite quelqu'un d'autre, ce n'est pas une réalité objective, c'est une réalité
perçue pour les deux qui sont impliqués. Et pourquoi elle est comme ça? Parce qu'il y a une différence de conscience. On va illuminer ça un peu plus en détail plus tard. Avant, j'aimerais multiplier quelques mots sur notre langue, sur les différentes langues. Vous voyez cette jolie fille qui parle une langue, et on voit sur l'image que les parties de cette langue, qu'est-ce qu'elle exprime, ça vient de sa tête. Donc, ça vient de son mental rationnel. Et le mental rationnel, c'est une langue qui s'applique et qui est dérivée et créée sur le plan matériel. Oui. Et le plan matériel se caractérise par il y a de l'espace, il y a du temps linéaire, il y a donc causalité, cause-effet, il y a donc tout est séparé, tout est dans un ordre chronologique et tout ça. Nous aussi, nous sommes séparés principalement de toutes les fonctions et actions qui se font dans l'univers. Donc, le monde de dualité qui est l'environnement dans lequel la langue humaine est créée, c'est cette dualité-là. Elle est basée sur la séparation, la causalité et la chronologie. Tous ces trois qualificatifs ne s'appliquent pas à l'amour, ne s'appliquent pas à l'âme et ne s'appliquent pas au niveau fondamental. Donc, ça va être très, très difficile d'expliquer ou de multiplier par la langue humaine la création du monde par l'amour, le chapitre de la deuxième partie de la multiplication de ce soir. Donc, je vous prie de ne pas vous comment je peux dire ça? De ne pas juste vous fier sur les mots que j'utilise. En plus, je ne suis pas français et c'est un Allemand qui essaye son français. Mais d'essayer de capter au même temps ce qui est derrière les mots. J'essaye beaucoup d'utiliser des métaphores, des exemples et tout ça. Et toutes ces métaphores et exemples sont comme des doigts qui pointent vers la lune. Donc, faut pas regarder trop le doigt, faut plutôt essayer de voir la lune. Et sur l'image, vous voyez la lune avec les deux loups, un loup blanc et un loup noir. C'est ça le monde de la dualité. Et j'ai trouvé une jolie image en dessous de ça. C'est le même signe de yin et yang. Hein? Si vous regardez, il y a des fleurs blancs et des fleurs rouges. Et tout ça, c'est un seul bouquet. Donc, dans ce seul bouquet, par magie, se sont formés le yin et le yang. Mais parce que c'est des fleurs de la même famille de fleurs que ça fait un. Donc, à ce moment-là, c'est pas une dualité, c'est comme une diversité du un. Et là, j'ai bien expliqué ça parce que Grigory Grabovoy et Hélène Laporte me sourient. Ensuite, si on explique maintenant, on essaie d'expliquer la création du monde par l'amour.
On sait déjà, on a répété maintes fois, Dieu a créé tous les éléments, inclut toutes leurs possibilités infinies dans un élan d'amour. On pourrait dire c'est un Big Bang sentimental qui dure encore. Ça, c'est un paradoxe. On ne devrait pas dire ça logiquement, mais si je le dis pareil, ça vous donne la possibilité d'élargir le mental parce que on dit tout est créé dans un seul élan d'amour. C'est-à-dire avec toutes les possibilités, est déjà créé sur le plan fondamental. Et euh, quand je dis ce élan d'amour est encore là, c'est-à-dire le même moment est, est encore là, dans le sens que on sait, on voit que les univers sont en expansion, notre conscience est en expansion, même la diversité naturelle sur la planète est en expansion et c'est tout illimité. Donc, comme ça, on ne peut pas l'exprimer logiquement, rationnellement, mais on peut, avec les mots qu'on utilise, on peut pointer vers la vérité qu'on ne peut pas exprimer. C'est un peu comme Lao Tzu qui disait, le Tao qu'on peut expliquer n'est pas le Tao. Alors, je continue. Ensuite, nous avons appris que les sentiments sont à la base de toute création parce que les sentiments sont en nous et sont en toute chose. Et le sentiment principal, c'est l'amour. L'amour, c'est aussi le sentiment qui sert de base pour la création de tous les autres sentiments constructifs qui sont la joie, la paix, etc. Donc, quand un élément est créé à la base de l'amour ou sur la base de l'amour, cet élément contient comme une germe de développement harmonieux éternel. C'est-à-dire chaque élément qui est créé dans la co-création du Créateur avec nous contient le potentiel d'un développement harmonieux éternel et il est intelligent. On peut exprimer ça d'une autre façon quand on dit le créateur crée des créateurs. Le créateur s'est créé, la co-création initiale a créé le créateur et nous, les co-créateurs. Hein? Vous vous rappelez? Donc, ça fait ça. Et nous, dans cette co-création, chaque élément qui est créé est en soi et lui-même contient le développement harmonieux éternel et intelligent, c'est-à-dire c'est un créateur lui-même. Ça veut dire que toute la création, toute l'unicos est vivante et intelligente. Vivante et intelligente, c'est un peu synonyme parce que on ne peut pas avoir un être vivant con, bien que on pense beaucoup ça quand on voit les politiciens ou les criminels ou whatever. Hein? Mais ça, c'est juste une perception. C'est juste une perception. C'est pas la réalité. La réalité, c'est que même toutes les politiciens, Bill Gates, tous les gens qu'on apostrophe négativement, sont en réalité, sur le plan fondamental, complètement parfaits parce qu'ils sont créés par le Créateur et nous. C'est juste parce que notre perception est détraquée et non équilibrée et non structurée que notre perception nous amène
des images de la réalité déformée. Ça ne veut pas dire que la réalité est déformée, ça veut juste dire que notre perception l'est. Donc, toute la création est vivante qui égale intelligente. Et dans cette création, on le sait bien parce que M. Kesh et Grégory ne s'arrêtent pas à redire ça une fois après l'autre. Chaque élément de l'unicause est en interaction permanente avec tout autre élément. Et ça, M. Kesh a expliqué beaucoup plus en détail que Grégory en disant que tout élément est un plasma. Et chaque plasma, parce que tout est créé par le créateur qui est aussi nous, tous les éléments sont liés sur le niveau plasma, qui est le niveau de l'âme, avec tous les autres éléments. Et qu'est-ce que cette interaction fait? Pourquoi elle est là? Cette interaction, elle est là pour créer l'équilibre. Chaque élément recherche rien d'autre à avoir une position d'équilibre, une position de balance avec tous les autres éléments. Et on le voit déjà dans notre système solaire, les orbites des planètes, l'orbite du système, notre système solaire à l'intérieur de notre galaxie et tout ça, c'est des efforts, on pourrait dire, de recherche d'équilibre de chaque élément. Et c'est dynamique, c'est-à-dire, ça arrive pas à un point final où tout est équilibré et ainsi mort parce que statique. Non, toutes les choses, parce que chaque élément est vivant et intelligent, chaque élément va toujours essayer de retrouver l'équilibre parce que chaque élément, faut penser, fait ça au même moment. Alors, ce nombre infini déjà d'éléments dans l'univers, chaque élément d'un nombre infini est en interaction avec chaque autre pour retrouver son équilibre qui change tout le temps. Et je crois que ça, c'est une autre loi universelle. Parce que cette loi, cette vérité que chaque élément ne peut pas faire autrement que rechercher son équilibre avec toutes les autres, ça c'est la garantie de l'homéostasie de tout le système au complet. Ça c'est, j'ai trouvé ça, c'est complètement formidable parce que c'est on voit ça, que chaque élément cherche son équilibre avec tout. Et l'équilibre avec tout, un autre mot pour ça, c'est quoi? Paix. Chaque élément est en train de chercher sa paix, parce que la paix, c'est l'équilibre entre donner et recevoir. Et donner et recevoir avec un autre élément, c'est seulement équilibré quand on a la bonne position, où le donner et le recevoir ont la même force. Et si tous les éléments le font par eux-mêmes, ça prend même pas un créateur qui après observe la création pour qu'elle fonctionne bien. Non, elle est tellement intelligemment faite qu'elle fait ça toute seule. C'est magnifique, non? Et si on pense ça encore un pas plus loin, c'est comme notre corps. Notre corps est fait des atomes, électrons, protons, neutrons, tout ça, ça fait des atomes. Les atomes, ça fait des molécules. Les molécules, ça fait des macromolécules. Les macromolécules, ça fait des acides aminés. Les acides aminés font des cellules. Les cellules font des organes. Les organes font un système physique. Et le système physique, finalement, c'est notre corps.
Et se rajoute l'âme et le mental et l'esprit et blablabla. Bla, 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 bla. Et toutes ces choses-là, tous les atomes dans notre corps sont faits d'une façon qu'ils cherchent toujours leur équilibre et ça fait que notre corps est en soi est toujours en équilibre. Si on ne le perçoit pas, ça veut juste dire que notre perception est fuckée. Ça ne veut pas dire que notre corps fonctionne mal ou quoi que ce soit. Donc, tout cet univers et l'ensemble est un aussi. C'est un ensemble de minuscules particules qui font rien d'autre à trouver l'équilibre et vivre la joie d'un équilibre entre donner et recevoir. Ça, c'est un équilibre dynamique, interactif, intelligent et vivant. Donc, ça veut dire l'unicos, c'est pas juste un système. Un système, ça peut être associé à quelque chose de mécanique aussi. D'une façon, une montre, ça peut être considéré comme un système. Ou les deux vases communicants dans la physique des liquides, ça peut être appelé un système. C'est pas nécessairement vivant. Mais cet unicos, c'est un être vivant. Comme on dit, comme sur la Terre, la mère Terre, notre mère Terre, est un être vivant. Elle vit. Il n'y a pas de vie sur la Terre. La Terre vit. Et ça donne tout un autre aspect ou une autre perception à notre planète. Et finalement, ça veut dire que cette terre ou l'unicos, ou chaque unité qui fait partie de l'unicos, de la création, est en soi une unité qui est autosuffisante, un équilibre entre l'âme des deux co-créateurs, l'âme du créateur et notre âme, qui fait cet équilibre primordial qui crée toutes les unités qui sont créées, qui sont créateurs eux-mêmes, ils sont autosuffisants et au même temps pas autosuffisants séparés. Ils sont autosuffisants, hyper impliqués et réseautés dans ce système hyper complexe qui est l'unicos, avec toutes les interactions d'équilibre. Ça, c'était montagne russe un peu. Mais j'adore ça parce que c'est juste, si on juste retire le truc que on n'a pas besoin d'un créateur. Ou comme non, c'est pas le mot. C'est dans la religion hindoue, il y a Brahma qui est le créateur et il y a Shiva, le destructeur créateur, mais il y a aussi Vishnu qui maintient tout ça. Et ce Vishnu, on l'a balayé ce soir. On n'a pas besoin d'un Vishnu séparé ou exprès parce que toute la création est tellement bien faite qu'elle se maintient dans la perfection elle-même. Même notre monde actuel, avec le corona et toutes les magouilles gouvernementales, est absolument parfait. Parce que toutes les choses qui se font, c'est la volonté du Créateur. Parce que ça s'inscrit dans l'agenda du Créateur. Et si on se met dans cette position d'équilibre avec le Créateur, on n'est plus du tout dérangeable par ce qui se passe dans le monde. Alors nous, par exemple, on va demain retourner en France. On est invité par des amis, donc on va
la fille de Barsha. On retourne pour quelques jours avant euh, le 20 juillet où nous avons un autre vol parce qu'on veut essayer encore une fois de retourner au Guatemala où on voudrait habiter. Alors, si ça se passe, c'est signe que notre âme est d'accord et ça se passe. Si l'Espagne ferme les portes et les aéroports, le billet va être fucké ou le Panama ou le Guatemala et on ne peut pas revenir, ça veut dire nous avons des choses, notre âme désire ou souhaite que nous restons encore un peu en Europe parce que notre travail ici n'est pas fini et l'Europe a besoin de nous, comme ça, physiquement. L'Europe, ça peut aussi être Moti, ma maman, ou Chloé, la fille de Bacha, ou toutes les autres êtres magnifiques avec lesquels nous sommes en contact direct. Et vous, bien sûr, aussi. Mais nous, dans ces multiplications, nous sommes déjà beaucoup plus connectés sur le plan de l'âme, sur le plan fondamental, que tous nos amis et familles physiques, parce que on ne cesse pas multiplier ce fait-là. Donc, si on dit que tout est créé par le Créateur et notre âme, ça veut dire que la création est toujours parfaite. Et ça veut aussi dire que la création est depuis son début une co-création entre le Créateur et nous. Ça veut dire la création a lieu de toute façon, même si, comme vous voyez le diamant de notre conscience, si on agit par notre conscience non structurée, on se comporte comme un enfant hyperactif qui ne collabore pas, qui n'écoute pas, qui fait toutes sortes de choses, ou ça serait, même dans cette situation, nous sommes les mains et les sens et la voix du Créateur. D'une façon très maladroite, mais néanmoins, nous sommes le corps physique du Créateur. Et ça devient beaucoup plus agréable et vivable pour nous si nous arrivons à structurer notre conscience pour plus correspondre à l'image à droite où notre Mère Dieu nous aide à co-créer des dessins ou un dessin, c'est un plan, c'est quelque chose qui va devenir matière. Hein? Alors là, ça revient à la même chose que toutes les non-constructivités qu'on peut voir ou expérimenter, c'est une bonne idée de se dire ce n'est pas la réalité. La réalité est parfaite. Juste ma perception est déformée parce que il y a des traumatismes dans mon enfance, il y a toutes sortes de choses dans mon intérieur qui sont accumulées et qui font que j'ai les croyances collectives que j'ai cette perception déformée d'une réalité qui est toujours à la norme. Et d'ailleurs, un être comme Jésus, il a vécu ça. Il a tellement structuré sa conscience qu'il n'était plus capable de avoir ou de voir une déformation. Pour lui, il a pas vu à partir il a compris les enseignements viscéralement
Et c'est le même moment où il était capable de faire, entre guillemets, des miracles, faire et miracles, entre guillemets. À ce moment-là, la maladie n'existait plus pour lui. La mort n'est plus lui. Il a vu que pour les autres, ça peut être une perception valable. Ça ne veut pas dire que c'est une réalité objective. C'est une réalité perceptive. C'est une grande différence. C'est toute la différence. Donc, pour nous, ça nous donne que le chemin, comme Abraham Hicks le dit des fois ou souvent, de nous détourner volontairement de la réalité perceptionnelle et nous diriger vers la réalité objective. Ça veut dire nos souhaits, les souhaits de notre âme. Ça, c'est ça la réalité objective. Qu'est-ce qui fait que nous atteignons pas ce que nous voulons? C'est la réalité perceptionnelle. Il ne faut pas donner trop de... C'est une bonne idée de ne pas donner trop d'attention à ce domaine-là. Comme vous savez, dans l'image du loup noir et du loup blanc, on ne veut pas nourrir le loup noir qui représente les parties non constructives, la conscience non structurée de nous. Là, on veut jeter un peu plus de lumière sur les qualités de l'amour. Alors, on a déjà dit, l'amour est la substance de laquelle tout élément est fait. Substance entre guillemets, parce que la substance se trouve sur le plan fondamental qui n'est pas matériel. Néanmoins, ça nous aide à comprendre. C'est un doigt qui pointe. Alors, l'amour n'est pas seulement la substance de tout élément, c'est aussi le lien, elle fait aussi les liens entre tous les éléments. Tous les éléments, ça veut dire, une fois ils sont créés, le moment de leur création, c'est à partir de ce moment initial, ils sont déjà réseautés avec tous les autres éléments. Troisième niveau, l'amour est aussi, et non seulement la substance de laquelle tous les éléments sont faits, elle est aussi le mouvement ou la vie qui anime les éléments. Hein? Et ça, on a un peu d'idée, ou quand j'ai écrit ça, j'avais l'idée que notre effort de vivre sans tuer d'autres formes de vie, c'est-à-dire de vivre directement des ondes cosmiques ou universelles, ça, c'est peut-être plus possible le plus nous sommes capables de comprendre et de vivre l'amour. Parce que on sait, on dit ça en allemand, en français, en toutes les langues. Quelqu'un qui est en amour, il peut vivre de l'amour et de l'air fraîche seulement. De l'air fraîche. Nitrogène. L'amour, comme j'ai déjà dit avant, c'est un sentiment qui est absolument à la norme et stable, c'est-à-dire elle ne changera jamais. Et c'est aussi cet amour par cette qualité-là est la base de l'éternité. L'éternité est aussi stable et ne change pas. Et c'est pour ça elle est aussi à la norme. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui change ne peut pas être à la norme.
Quelque chose qui est imparfait change, quelque chose qui est parfait ne changera pas. Donc, l'amour absolument à la norme, absolument stable. La lumière informationnelle, c'est l'amour. C'est un élément, l'amour de cette optique-là, c'est un élément du nouveau fondamental, elle vit là, qui peut être ressenti sur tous les autres plans. Même quelqu'un qui a aucune idée qu'il a il est une âme, qu'il y a une âme, que le nouveau fondamental existe et tout ça, il va quand même ressentir l'amour. Même un capitaliste ou un communiste ou un prof de physique Descartes ou Descartes lui-même, même Descartes peut tomber en amour. C'est-à-dire, l'amour est tellement universel, elle est disponible ou ressentible sur tous les plans de l'existence équitablement. En plus, on a appris ça déjà avant, elle est la structure la plus efficace pour traiter de l'information. Si je veux avoir de l'information ou comprendre quelque chose, l'amour est le chemin le plus efficace. Et comme Hélène Laporte dit très souvent au début de ses introductions à la pratique, nous baignons tous, pas nous les êtres humains seulement, tous les éléments de tous les univers baignent en permanence dans un océan d'amour. Ça fait que l'amour est tout. Et quand je dis ça, ça veut dire c'est un feu rouge ou qui n'a pas de feu vert. Non, c'est un feu vert qui n'a pas de feu rouge. Parce qu'avec l'amour, on peut normaliser tout le temps. L'amour, c'est le passe-partout. Si quelqu'un apprend et passe à travers toutes les pratiques et les enseignements de M. Kesh et de Grigory Grabovoy, il va se rendre à la perfection du Créateur. Quelqu'un qui n'a jamais entendu de aucune religion, de aucun Grigory ou Mehran Kesh, mais qui consacre sa vie de plus en plus à l'amour, qu'il devient lui-même et sa vie devient amour, il se rend exactement à la même place. C'est-à-dire, un autre argument, pourquoi ça serait vraiment chouette si nous pouvons graduellement, tranquillement, pas à pas, changer notre perception de la perception matérielle et rationnelle vers une perception sentimentale, affective et par l'amour. Là, je voudrais dire quelque chose parce que quand Hélène Laporte parle de l'amour, elle parle aussi que il y a une substance d'amour. Là, il faut être très clair. L'amour, elle est sur le plan fondamental où il n'y a pas de matière, donc il n'y a pas de mesure. Donc, il n'y a pas de quantité. Quand elle utilise le mot quantité, c'est juste un doigt qui pointe. Il faut pas mordre son doigt. Elle a un beau doigt. Il faut pas le mordre. Donc, si elle parle quantité d'amour et elle parle, par exemple, quand comme ce couple-là, ils avaient déjà un petit garçon et là, une petite fille est née. Alors là, c'est pas
ils vont pas maintenant se diviser que le papa aime la petite fille plus et la maman aime le petit garçon plus parce qu'ils peuvent pas. Non, c'est pas comme ça. Les deux, le papa et la maman, vont aimer la petite fille aussi que le petit gars et probablement ils vont, parce qu'ils aiment maintenant aussi la petite fille, aimer encore plus le petit gars, parce que leur amour devient la quantité d'amour qu'ils créent en procréant augmente la quantité de l'amour dans l'univers. C'est ça ce qu'elle dit. Il faut pas le comprendre matériellement. Il faut juste le comprendre sentimentalement. J'ai trouvé un autre métaphore pour ça. Si ça m'est venu parce elle parle de l'océan d'amour dans lequel nous baignons. C'est de l'eau, l'océan d'amour. Donc, dans les océans, le volume des océans est toujours pareil, mais nous baignons tout et on peut envoyer de l'amour vers quelqu'un d'autre. De cette façon, on crée des ondulations qui et l'autre peut se rendre compte comme il y a un courant chaud vers moi. C'est pas qu'il y a plus d'amour, c'est juste l'amour est plus intense à cet endroit et l'autre personne le ressent. Et là, elle peut renvoyer aussi de l'amour à celui qui a envoyé le premier courant. Ça donne un contre-courant et ça donne une interaction, en autres mots. L'exemple de Hélène était son, euh, une mère, son enfant est à l'école. Les deux âmes aimaient l'amour tout le temps. C'est la nature des âmes. Ils font ça, comme le soleil qui rayonne des rayons de soleil. Alors, ça vit comme ça, c'est très bon. Mais à un moment donné, la mère pense à son enfant dans l'école avec amour. Donc, elle envoie, de par sa conscience, par son esprit, un courant d'amour vers le petit gars ou la fille. Et ça se peut très bien si le sujet dans la classe n'est pas super intéressant, qu'il ressent ça et il reçoit l'amour de sa maman, il ressent cette impulsion de l'amour de sa maman qui arrive comme un courant, qui l'enveloppe et qui le rend plus content encore. Et là, ça fait dégager de lui un courant semblable en retour vers la maman. Et c'est tout à fait normal dans le sens presque automatique. Et à ce moment, c'est un courant de un qui provoque un courant de l'autre et ça fait un échange et ça augmente matériellement pas de l'amour. De toute façon, on ne peut pas mesurer l'amour parce qu'elle elle n'est pas, on peut la ressentir sur le plan matériel, mais elle n'est pas mesurable. On ne peut pas dire sa taille ou son poids. Mais là, il faut quand même parler d'un autre truc. L'amour, oui, la création à partir de l'amour, oui, on a tout compris, ça devient tout à la norme et c'est parfait. Ça, c'est le niveau d'effet. Nous recevons et nous générons constamment de l'amour. Nous ne pouvons pas faire autrement parce que nous sommes une âme avant tout. C'est-à-dire, c'est pas nous qui faisons ça, tout le monde dans l'univers, toute particule dans l'univers fait ça. Donc, nous vivons, de toute évidence, dans un monde harmonieux parfaitement. Mais notre inconscience peut faire que
autre émotion arrive. Normalement, on devrait embrasser tout le monde tout le temps parce qu'on est complètement en amour tout le temps. Mais quand nous sommes perturbés par des traumatismes de notre passé, par des croyances collectives qui empiètent sur notre perception, on peut se fâcher et battre un petit. Et ça, c'est un comportement qui est déformé, mais ce n'est pas la réalité qui est déformée. Quand nous nous comportons d'une façon non éthique, ça ne veut pas dire que qu'est-ce que notre âme fait est non éthique aussi parce qu'elle fait partie de nous. Non. L'âme, comme vous savez, va balancer les comptes. Elle fait partie du même système et elle va agir en conséquence de nos actes. Donc, quand on est pris par des émotions non constructives ou des sentiments, c'est parce qu'on ne comprend pas. Ça crée un état de comme schizophrénie. Après, quand on aura compris notre situation, il n'y a plus de haine, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de colère. Et on comprend tout à fait. Et là, cette schizophrénie, on va voir, oh wow, quand j'étais en colère, c'est comme un état de schizophrénie. Je suis au fond complètement amour, mais dans la périphérie, j'étais tellement perturbé mentalement que je ne pouvais pas me retenir et battre le petit. Donc, c'est juste mon comportement basé sur un mental non structuré. Tandis que quand nous sommes avec notre mental structuré, nous agissons comme une unité et tout ce que nous touchons fait partie de notre unité. Donc, c'est le contraire de la schizophrénie mentale non structurée. Et cette unité se manifeste aussi à l'intérieur de nous dans cette unicité entre corps, esprit et âme. Tandis que quand on n'est pas bien structuré, le mental, c'est-à-dire l'esprit, il va contrer le corps, l'âme, et il va commander, donner des mauvaises commandes au corps, et le corps va souffrir. Donc, cette partie où on peut avoir un mauvais comportement, c'est important qu'on comprend, c'est seulement comportemental. Ça se répare assez facilement. Tandis que une fois nous sommes en amour, nous agissons par l'amour, nous vivons l'amour, nous sommes êtres. Et là, nous sommes âme. Et c'est ça, nous sommes arrivés sur le chemin qu'on a évoqué beaucoup dans nos multiplications, le chemin vers notre âme. Dans ces moments-là, dans ces états d'âme-là, ou ces états d'esprit-là, on est arrivé. Grégory dit pour ça, lorsque tout le monde saura aimer et que tout le monde aimera tout le monde, à chaque instant, alors le monde sera harmonieux et à la norme. Voilà. Je vous ai mis un petit vidéo teaser de Hélène Laporte. À la fin, le lien pour le trouver sur YouTube, c'est juste 3 minutes et demie. C'est un diaporama avec des magnifiques photos et la musique du film que vous avez probablement, j'espère, vu, qui s'appelle Bab Aziz. La musique de ce film-là, une chanson qui s'appelle La danse des atomes. Il est utilisé avec les images qui changent sous le titre « Il est temps de normaliser toutes les étapes de notre vie ».
Donc, avec ça, je termine ma multiplication d'aujourd'hui. Je vous dis un grand merci pour votre attention et votre amour que vous avez échangé avec moi et avec tout l'univers au complet, présent, passé, futur, et avec ce qu'on a fait ensemble, beaucoup de restructurer la conscience collective, ce qui fait que notre monde sur le plan matériel va devenir aussi de plus en plus vivable et réjouissable pour nous. Donc, merci beaucoup. Gracias, Dankeschön, grazie et thank you. Et je vous laisse le microphone pour des commentaires